Bonjour Edouard. Mes parents m'ont parlé de mes origines vietnamiennes. Ils sont allés me chercher à Saigon, j'avais 12 mois. Et toi, tu es africain, que sais-tu, d'où viens-tu? Je ne sais rien, mais je vais demander à ma grand-mère. Yambomama Aparekani Mozuri. Missouri Sana. Mama, j'ai rencontré mon ami Tim, qui, comme tu le sais, est asiatique. En parlant de sa famille, je me suis rendu compte que je ne connais pas notre histoire. Peux-tu, je te prie, m'informer sur nos origines? Oui, tu sais, c'est une longue histoire. Et il faut remonter très loin dans le temps afin de te la raconter. Imagine d'abord la carte d'Afrique. Au centre, tu vois la région des Grands Lacs. C'est là que tout a commencé. Avant toute chose, il faut que je t'informe de ce que ma grand-mère m'a raconté au sujet de sa maman, Imaya, ton arrière-grand-mère. Remontons dans les années 1860. La vie à cette époque y était simple. En tant qu'agriculteur et éleveur, la nourriture ne manquait pas. Et la majorité des gens chantaient tout le temps. Je te dirais que l'existence y était paisible. En cette année-là, Imaya et Ignace désiraient se marier. Il faut savoir que la demande en mariage était un processus complexe et formel. Non pas entre les deux individus, mais entre deux familles. Le mariage coutumier s'étalait suivant un déroulement bien défini. Le choix d'une fiancée pour le jeune homme était soumis à l'approbation des anciens qui menaient les négociations sur la dotation. Lorsqu'un jeune homme et sa famille avaient choisi une jeune fille, les représentants du candidat, père, oncle, prévenaient la famille de la fille de leur visite prochaine. Si la famille de la fille donnait son accord, celle du jeune homme rendait une visite formelle pour la négociation de la dot. Cette dernière, constituée d'animaux, chèvres, moutons, était présentée à la famille d'Imaya. Cet apport est un geste symbolique pour établir un lien entre les deux familles. Le tam-tam, seul moyen de communication, informait toute la région de l'accord du mariage. Dès lors, les commentaires et propositions s'échangeaient de toutes parts.
Comme dans ces situations, de nombreux invités sont venus, et même de territoires lointains, afin de célébrer l'union de tes arrière-grands-parents. Le mariage s'est déroulé dans la bonne humeur, plein de joie, de musique et de danse. De temps après ces festivités, durant la nuit, des événements tragiques semblaient se préparer. Après avoir entendu des coups de feu dans son village, Evandro, affolé, courut dans la nuit pour prévenir les habitants. Janine, la maman d'Imaya, l'informa que le volcan était en éruption et que ces bruits provenaient certainement de là. De plus, le ciel était rouge et tout enfumé. Elle espérait ainsi calmer le lanceur d'alerte. Mais hélas, rapidement, l'annonce se révéla correcte. Une bataille importante se déroulait au sein du village. Plusieurs personnes furent tuées et d'autres capturées. Les huttes de village furent toutes incendiées. Un chef arabe rançonna longuement tout le pays dont il était devenu le maître absolu. Il plaça partout ses hommes pour diriger des razzias et assurer la livraison des esclaves et biens précieux à l'île de Zanzibar.
Sur la route, ils rencontrèrent des sécheresses et des famines. La nourriture et l'eau manquaient souvent. Il y avait un risque d'attaque par des pillards ou des guerriers de chefs hostiles lors de passage sur leur territoire. Ils devaient également transporter de lourdes charges, ce qui les épuisait. Dans ce cas, ils risquaient d'être battus. Il faut s'imaginer que la traversée de ces contrées non hospitalières pendant plusieurs semaines entraîna des conséquences tant sur le moral que sur la santé physique des prisonniers, ce qui provoqua inévitablement des décès parmi ces derniers. C'est dans ces conditions que le petit groupe atteignit l'embarcadère du port 12 semaines plus tard. La traversée de Dar es Salaam vers Zanzibar se fit en pleine nuit, à bord d'un bateau appelé Boutre, sans confort et très pénible. L'arrivée à destination, à Stone Town, n'était guère agréable, car c'est sous une chaleur humide que le transfert des esclaves s'effectuait vers de sombres geôles. C'est à cet endroit que les hommes étaient séparés des femmes et des enfants. Dans les cachots, ils étaient assis, très serrés, ayant une petite fente murale pour toute lumière, laissant passer un air suffocant mélangé aux odeurs nauséabondes. Tu sais, mon petit, durant plusieurs siècles, à cet endroit, des milliers de personnes ont été entassées là. Ces hommes, femmes et enfants y agonisaient plusieurs jours avant d'être vendus sur le marché aux esclaves. Sur cette place, face au sultan, ils étaient examinés, les femmes contraintes et soumises à une vérification approfondie du corps. Par suite des enchères, les meilleurs partaient avec les Arabes qui les avaient achetés pour le travail dans les champs de Claude Girov. D'autres partiront pour les contrées lointaines. Imaya et Ignace furent pris ensemble pour travailler dans les champs. L'esclavagisme était malheureusement fréquent à cette époque. C'est en 1873 que le consul britannique imposera au sultan l'arrêt immédiat de la traite, ayant comme effet la confiscation des navires négriers. Ce traité est l'aboutissement d'une décision majeure, car il met fin à 13 siècles de soumission. Il reste de cette époque divers monuments et symboles du souvenir. Tu vois,
Ici à Jean-Libeuf, par exemple, cette fosse creusée dans la terre et ces statues d'esclaves enchaînées, ainsi que cette stèle commémorative afin de ne pas oublier cette douloureuse période de l'histoire. En tant que descendants directs de ces femmes et de ces hommes, nous devons également remercier les pays colonisateurs qui nous ont permis à l'époque de nous débarrasser de la domination arabe et de retrouver notre dignité et notre liberté. Baba wetu selukuthula emhlabeni. Baba wetu kulo lonke lakhiweyo. Baba wetu selukuthula emhlabeni. Baba wetu kulo lonke lakhiweyo. Ngoba thina sibhekisa kuwe na kuwe Somandla thina sibhekisa